À chaque seconde, le Soleil émet des millions de tonnes de plasma dans toutes les directions, le vent solaire. Il passe l'orbite de Mercure, de Vénus, de la Terre, puis continue sa route pendant des mois, voire des années, à presque 400 km par seconde. Il voyage bien au-delà de l'orbite de Neptune ou de Pluton, et pourtant, à un moment précis, à environ 120 fois la distance Terre-Soleil, il s'arrête, brutalement, comme une vague qui rencontrerait une falaise. Ce point d'arrêt, c'est l'héliopause, une des frontières naturelles du système solaire. L'endroit où les vents solaires s'effacent devant le flux de particules du milieu interstellaire. Un plasma plus ancien que notre étoile, chargé de rayons cosmiques venus de partout et de nulle part. Cette limite lointaine a été explorée par les 2 sondes du programme Voyager. Elles nous ont offert un aperçu des phénomènes parfois surprenants qui se déroulent dans cette région de transition. On a pu y étudier sa distance, son épaisseur, ses variations temporelles et se faire une idée de sa forme. Mais l'héliopause n'a pas fini d'être explorée. De nouvelles missions se dessinent pour percer les mystères de ce qu'on peut désormais appeler la première porte du voyage interstellaire. Le Soleil ne se contente pas d'émettre de la lumière, il éjecte également de la matière, en permanence dans toutes les directions. Il projette un flux de particules chargées qui s'étire sur des milliards de kilomètres. Ce vent solaire forme une espèce de bulle au centre de laquelle se trouve notre étoile. On appelle cette structure l'héliosphère. Et presque tous les objets du système, les planètes, leurs lunes, les astéroïdes, se trouvent à l'intérieur. Cette bulle, elle a cependant des parois. À mesure que le vent solaire s'éloigne du Soleil, il ralentit et il finit par percuter le milieu interstellaire environnant. Le vent solaire ne disparaît pas d'un coup, il entre dans une zone de turbulence, comprimée et chaotique, qu'on appelle l'héliogène. Et c'est seulement après cette zone de transition qu'on atteint l'héliopause, la membrane finale, là où le vent solaire cède complètement la place au milieu interstellaire. D'un côté le domaine du Soleil, de l'autre le milieu galactique régi par ses propres règles. L'héliopause ne marque pas la fin du système solaire, c'est une de ses frontières. Au-delà, il y a toujours des objets qui gravitent autour de notre étoile, des comètes à très longue période ou des corps glacés du nuage de Oort. Mais ces derniers ne subissent plus l'influence du vent solaire. Pendant longtemps, l'héliosphère et l'héliopause sont restés des concepts théoriques, bien trop éloignés de la Terre pour être explorés directement. Le programme Voyager a cependant permis de changer ça. Lancés en 1977 pour explorer les planètes géantes, les 2 sondes ont continué leur route bien au-delà de leur mission initiale. En 2004, Voyager 1 a franchi le choc terminal à 94 unités astronomiques du Soleil. La sonde a mesuré que le vent solaire y ralentit brutalement et les rayons cosmiques commencent à affluer. 8 ans plus tard, en août 2012, les instruments de la sonde ont enregistré un basculement net. Le vent solaire a disparu et le champ magnétique a changé d'orientation. Voyager 1 venait de traverser l'héliopause, à 121 unités astronomiques de la Terre. Pour la première fois de l'histoire, un objet fabriqué par l'humanité s'est retrouvé dans l'espace interstellaire. Voyager 2 a franchi la même frontière en novembre 2018, à 119 unités astronomiques du Soleil, donc légèrement plus près. Et c'est là que les surprises ont commencé. Contrairement à Voyager 1, Voyager 2 disposait d'un spectromètre de plasma encore fonctionnel. Elle a pu mesurer directement le milieu traversé, ce qui a mis en évidence une température du plasma de transition bien plus élevée que ce que les modèles prévoyaient, 30 à 50 000 degrés. Et les 2 sondes ne semblent pas avoir traversé exactement la même frontière, ni à la même distance, ni dans les mêmes conditions. Ce qu'on pouvait imaginer comme une bulle symétrique a commencé à ressembler à quelque chose de bien plus complexe. Pendant des décennies, le modèle dominant était simple, une bulle, légèrement aplatie, légèrement asymétrique, mais globalement sphérique. Le Soleil souffle dans toutes les directions de façon à peu près uniforme, donc l'héliosphère devrait être à peu près ronde. Seulement, le Soleil ne se déplace pas dans un milieu statique, il voyage à travers la galaxie à environ 230 km par seconde, et il percute en permanence le milieu interstellaire environnant. Alors certes, le milieu interstellaire est très peu dense, c'est essentiellement du vide, mais les quelques particules restantes suffisent à créer une sorte d'effet aérodynamique. Le côté qui fait face à la direction de déplacement du Soleil se comprime, tandis que l'arrière s'étire. En prenant en compte ce déplacement, on a ainsi vu naître un modèle qui représente l'héliosphère comme une sorte de goutte. Ici, avec les sondes Voyager, on a eu un peu de chance. Il semble qu'elles aient franchi la frontière au niveau de la tête de l'héliosphère.
la partie sphérique de la goutte, qui se trouve à la distance la plus courte. Si elles étaient parties dans l'autre sens, elles n'auraient peut-être pas atteint cette frontière avant des milliers d'unités astronomiques, bien après que leur RTG ait rendu l'âme ou que les communications soient encore possibles. De toute manière, même le modèle de la goutte est mis à mal. En 2009, la sonde IBEX, pour Interstellar Boundary Explorer, a publié ses premières cartes de l'héliosphère. Elle ne s'est pas rendue sur place comme les sondes Voyager. Elle l'a observée à distance en détectant des atomes neutres énergétiques, des particules produites au niveau de la frontière. Sur ces cartes est apparue une surprise complète, une espèce de ruban, une structure lumineuse concentrée qui court sur toute la périphérie de l'héliosphère. Aucun modèle ne l'avait prédit et elle fait encore l'objet de débats aujourd'hui. Mais sa présence suggère une chose, les contraintes entre le milieu solaire et le milieu interstellaire sont beaucoup plus alambiquées que ce qu'on pensait. Ce ruban n'est d'ailleurs pas statique. Les années d'observation d'IBEX ont montré qu'il évolue, son intensité varie, sa structure change. Et ces variations semblent corrélées avec le cycle solaire. Quand le soleil est plus actif, le vent solaire est plus intense, l'héliosphère se gonfle légèrement. Le ruban porte la trace avec un décalage de quelques années, le temps que les effets se propagent jusqu'à la frontière. L'héliopause ne semble donc pas être une membrane figée, elle est dynamique, elle réagit à ce qui se passe à 120 unités astronomiques de là. Et tout ça pourrait sculpter notre bulle dans une forme plus étrange qu'une simple goutte. À partir de 2015, une équipe sous la direction de Merav Hofer a commencé à travailler sur un modèle alternatif. Une héliosphère en forme de croissant. Sur certaines représentations 3D, on pourrait même dire un croissant de pâtisserie. Dans ce modèle, la queue héliosphérique n'est pas une longue traîne unique. Le champ magnétique solaire est lui-même structuré en deux hémisphères de polarité opposée. Il découpe la queue en deux lobes distincts, recourbés l'un vers l'autre. Ce modèle reste cependant controversé et certaines équipes continuent de défendre la goutte. Alors, à quoi ressemble vraiment l'héliopause? Une bulle, une goutte, un croissant? Honnêtement, on ne sait pas encore. C'est une partie du système solaire qui manque cruellement de données. Les mesures des deux sondes Voyager ont permis d'établir des points de mesure qui forment une base de travail. La mission IBEX formant l'autre source précieuse pour modéliser cette frontière. Pour éclaircir un peu l'affaire, il va cependant falloir plus de données, à distance et sur place, et ça tombe bien puisque c'est prévu. En septembre dernier, la NASA a lancé la sonde IMAP. C'est un peu le successeur d'IBEX, mais avec des instruments bien plus sensibles. Là où IBEX nous donnait des cartes assez floues, IMAP devrait nous fournir des images bien plus précises de la frontière. L'observatoire s'est positionné au niveau du point de Lagrange L1 du système Soleil-Terre, celui qui est à l'opposé du point où se trouvent James Webb et Euclide. Ces 10 instruments vont cartographier la structure de la frontière, mesurer les variations du vent solaire et tenter de comprendre l'origine du fameux ruban découvert par IBEX. Ce qui rend IMAP particulièrement intéressant, c'est qu'il arrive au bon moment. On dispose maintenant des données des sondes Voyager, des années d'observation d'IBEX et des mesures de New Horizons pour calibrer les modèles. IMAP ne part donc pas de zéro, il arrive avec des questions précises et ces instruments ont été calibrés en conséquence. Est-ce que le ruban est lié au champ magnétique interstellaire? Est-ce que la forme de l'héliosphère ressemble vraiment à un croissant? Est-ce que la queue existe vraiment et si oui, jusqu'où s'étend-elle? Les données de la mission devraient aider à répondre à ces questions, sans attendre 40 ans qu'une autre sonde traverse l'héliopause. Mais bon, rien de tel que d'aller voir sur place pour acquérir des certitudes. Et c'est exactement l'ambition du programme spatial chinois. La Chine a annoncé une mission dédiée à l'exploration de l'héliopause appelée Shenzhou ou Interstellar Express. L'objectif est d'envoyer 2 à 3 sondes conçues spécifiquement pour cette mission, avec des instruments modernes calibrés pour des mesures au niveau de la frontière. C'est là la différence fondamentale avec Voyager. Les 2 sondes du programme Voyager étaient des missions d'exploration planétaire. Elles ont traversé l'héliopause par opportunisme. Ce n'était pas prévu au départ et leurs instruments ont été conçus pour étudier les planètes géantes. Au moment d'arriver au niveau de l'héliopause, certains d'entre eux ne fonctionnaient d'ailleurs plus depuis des décennies. Les sondes d'Interstellar Express, elles, inversent la logique. Leur mission principale, c'est l'étude de l'héliopause et de l'espace interstellaire. Les survols de planètes géantes, qui permettront d'effectuer des manœuvres d'assistance gravitationnelle, offriront des opportunités d'exploration, mais ce sont des objectifs secondaires. La Chine veut que ces sondes aillent vite. Elles doivent atteindre une distance de 100 unités astronomiques en 25 ans. Alors oui, c'est très long de notre point de vue, mais ça reste plus rapide que les sondes Voyager.
Pour tenir le trajet, les 2 sondes principales seront équipées d'un RTG et de 50 kg d'instrumentation scientifique. Une éventuelle 3e sonde pourrait se voir adjoindre un véritable réacteur nucléaire. Par ailleurs, la Chine pourrait choisir de les envoyer dans des directions diamétralement opposées. Elle pourrait ainsi partir dans les traces de Pioneer 10 et 11. Cela permettrait éventuellement de démontrer une certaine asymétrie dans la forme de l'héliopause, ce qui permettrait de trancher entre les modèles de bulles, de gouttes et de croissants. Bon, petit point de vigilance, je n'ai pas vu de nouvelles de la mission depuis quelques années maintenant, et certaines des fenêtres de tir les plus intéressantes sont en train de disparaître. Il y en avait par exemple une qui vient de se finir en mai 2026. On attendra donc de voir les communications que fera la Chine à ce sujet. Une autre opportunité pourrait venir de la NASA. Les États-Unis réfléchissent à une sonde d'exploration d'Uranus ou de Neptune. Si c'est une mission de survol, elle continuera après celui-ci et pourrait donc atteindre les régions qui nous intéressent par la suite. Dans tous les cas, il va falloir être très patient. Aucune mission n'a encore décollé et il y a au bas mot 25 ans de voyage pour atteindre l'héliopause. Cependant, l'humanité possède encore une paire d'éclaireurs au-delà de cette frontière. Les sondes Voyager 1 et 2 sont toujours actives. Elles fonctionnent dans un état très dégradé mais communiquent toujours avec le Deep Space Network. C'est donc peut-être d'elles que viendra la prochaine découverte sur cette région frontière du système solaire, à moins bien sûr qu'elles ne rendent l'âme juste avant. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo spéciale abonnés. J'espère qu'elle vous a plu et je vous attends en commentaire si vous souhaitez partager vos questions et vos remarques. Vous trouverez les sources et nos réseaux sociaux en description. On se donne rendez-vous mardi prochain avec Hugo pour un épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.